Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Paris pour demander l'annulation de la réforme des retraites imposée par le gouvernement, réforme qui vise à relever de 2 ans l'âge de la retraite. À noter qu'à l'occasion de cette 3e journée de mobilisation, l'affluence était en baisse. Hier, mardi 7 février, des dizaines de milliers de syndicalistes et autres sympathisants se sont rassemblés devant le célèbre Opéra de Paris avant de se mettre en route pour le centre-ville dans le cadre des débats ayant lieu à l'heure actuelle au Parlement sur la question des réformes des retraites. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Fortement en colère, les manifestants ont scandé leur opposition à la réforme gouvernementale. Selon le ministère de l'Intérieur, les cortèges de ce début de semaine auraient rassemblé 757 000 personnes. La CGT et l'intersyndicale ont pour leur part avancé le nombre de 2 millions, de toute évidence inférieur à celui annoncé lors des manifestations du 31 janvier, où l'intersyndicale avait annoncé plus de 2,5 millions de participants, la CGT 2,8 et les autorités 1,27 millions. En dépit des scores inférieurs aux précédents, les syndicats se projettent déjà vers la 4e journée d'action qui aura lieu ce samedi. Les Français pourraient être contraints à travailler 2 ans de plus, jusqu'à l'âge de 64 ans, afin de maintenir le budget de l'un des 2 systèmes de retraite les plus généreux du monde industriel. Le gouvernement français a en effet fait le choix d'allonger la durée de travail pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement croissant de la population. Il défend son projet en le disant porteur de progrès social, notamment via une revalorisation des petites retraites. À l'Assemblée nationale, où le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue, le débat sur le projet de réforme des retraites a débuté ce lundi. Les opposants au texte prévoient un combat d'obstruction parlementaire. Dans un communiqué récemment paru, l'intersyndicale a appelé à manifester encore plus massivement le samedi 11 février, ajoutant que le gouvernement devait retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire. Et le ministre russe de la Défense estime que l'OTAN est entraînée dans le conflit ukrainien. Le problème réside dans les livraisons d'armes occidentales à ce pays. Le ministre prévient que cela pourrait conduire à une escalade imprévisible. Le ministre de la Défense a accusé les États-Unis et leurs alliés de pousser ouvertement l'Ukraine à s'emparer de ses territoires. Il s'agit de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. La Russie affirme les avoir annexés à la suite de référendums organisés en septembre dernier. Une grande partie du territoire des régions revendiquées par la Russie reste aux mains des Ukrainiens. L'Ukraine affirme que les armes, y compris les chars, sont nécessaires de toute urgence. Elle veut repousser les attaques russes. Elle souhaite également renforcer sa puissance de feu en vue d'une offensive de printemps contre les forces de Moscou. Les responsables ukrainiens affirment que Moscou prévoit une nouvelle attaque dans les semaines à venir. Et d'autres guerres plus éloignées ont aussi leurs répercussions en Europe. Dans un village du nord de l'Allemagne, les habitants protestent contre le projet du gouvernement de loger des centaines de demandeurs d'asile dans leur quartier. Une réunion à la mairie d'Opal a suscité la colère des habitants de ce village du nord de l'Allemagne. Les autorités prévoient de construire un village de conteneurs à côté de leur maison pour 400 réfugiés, principalement des demandeurs d'asile de Syrie et d'Afghanistan. Trop de nationalités arrivent en même temps, ils sont tous assis, ils s'ennuient, il faut mettre en place des correspondances de bus, des médecins, tout doit être organisé. À quelle vitesse la police ou la société de sécurité qui travaille là-bas peuvent-elles intervenir si quelque chose se passe? C'est un peu inquiétant. Une habitante a fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité. Selon elle, 150 des 500 villageois sont des personnes âgées, dont certaines sont des femmes vivant seules. Nous avons beaucoup d'enfants, nous avons des familles et la plupart des jeunes quittent le village le matin pour aller travailler. Nous sommes donc seuls. Les jeunes mères avec leurs enfants, les personnes âgées, nous sommes seuls. Nous ne nous sentirons plus en sécurité en quittant la maison. Elle ajoute que les jeunes immigrants n'auront pas grand-chose à faire en raison du manque d'installation dans la communauté.
Ensuite, bien sûr, des craintes sont apparues. 500 jeunes hommes dans un village où il n'y a aucune infrastructure, que vont-ils faire de leur temps? Nos jeunes doivent quitter le village pour faire du sport, se divertir ou autre. Nous sommes un village endormi. Je l'ai choisi moi-même il y a 8 ans. Je ne suis pas née ici. C'est un joli village, un village tranquille, un beau quartier, mais sans infrastructure. Lors de cette réunion, les résidents locaux ont appris pour la première fois l'existence du plan de réinstallation. Beaucoup se sont sentis victimes d'une décision non consentie. L'administrateur en chef du district a admis que le plan avait été élaboré sous la contrainte du temps. L'année dernière, plus de 240 000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne. C'est presque 28% de plus que l'année précédente. Ce chiffre n'inclut pas les réfugiés d'Ukraine. Et le Royaume-Uni pourrait se doter d'une monnaie numérique de banque centrale d'ici la fin de la décennie. Le Trésor et la Banque d'Angleterre lancent une consultation sur la monnaie numérique et invitent le public à y participer. Mais les critiques craignent que l'État ne programme la monnaie. Plus d'informations sur ce sujet par Malcolm Hudson de NTD. Oubliez le Bitcoin. D'ici la fin de la décennie, le Royaume-Uni pourrait avoir un Britcoin. La Banque d'Angleterre et le gouvernement ont lancé une consultation pour la création au Royaume-Uni d'une monnaie numérique de banque centrale ou MNBC, estimant qu'elle sera probablement nécessaire à l'avenir. La façon dont nous utilisons l'argent, comme partout dans le monde, est en train de changer. L'argent liquide restera important, mais les billets de banque émis par la Banque d'Angleterre sont utilisés moins fréquemment par les ménages et les entreprises. La consultation devrait durer environ 4 mois. La phase de conception se poursuivra ensuite au moins jusqu'en 2025, date à laquelle une décision finale pourrait être prise. Cela ne signifie pas qu'une MNBC sera définitivement publiée, mais si elle obtient le feu vert, le lancement de la monnaie nécessitera des investissements importants. Et elle sera probablement lancée d'ici la fin de la décennie. Le Bitcoin serait émis et détenu par la Banque d'Angleterre, et il y aura probablement des restrictions initiales sur la quantité de monnaie qu'un individu ou une entreprise pourra détenir. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, a déclaré « Une livre numérique offrirait une nouvelle façon de payer, aiderait les entreprises, maintiendrait la confiance dans la monnaie et protégerait mieux la stabilité financière. » Nous sommes déterminés à ce que le Royaume-Uni reste à la pointe de l'innovation en matière de monnaie de paiement et de services financiers. Cela fait partie de la vision du gouvernement pour un secteur des services financiers technologiquement avancés, durables et ouverts. En tant que monnaie numérique, il serait possible de la programmer. Il a été suggéré que les parents pourraient programmer la monnaie numérique qu'ils donnent à leurs enfants, afin qu'elle ne puisse être utilisée pour acheter des bonbons. Mais les détracteurs des monnaies numériques des banques centrales affirment que cela donnerait au gouvernement des pouvoirs totalitaires pour geler l'argent des gens. Un yuan numérique a été testé en Chine en 2020. Il offre un degré de contrôle impossible avec de l'argent liquide ordinaire. La Banque populaire de Chine a indiqué qu'elle pourrait imposer des limites à la taille des transactions. Et certains observateurs notent que le yuan numérique pourrait être lié au système chinois de crédit social afin de mettre sur liste blanche ou liste noire les finances des personnes en fonction de leur comportement. Les États-Unis et l'Union européenne, entre autres, envisagent également la création de MNBC. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et en parlant de numérique, Getty Images a récemment accusé une société d'intelligence artificielle d'avoir copié 12 millions de photographies de sa collection sans autorisation ni compensation. Le géant de la photothèque a intenté un procès aux États-Unis et a entamé une action en justice au Royaume-Uni. Jane Warrell de NTD s'est entretenue avec un expert en droit et en technologie au sujet de l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les industries créatives. Les outils d'IA permettent de générer des images en un seul clic, mais les générateurs d'IA, Stability AI, Midjourney et DeviantArt font l'objet de poursuites pour violation de droits d'auteur. Getty Images intente également une action en justice. Dans son dépôt de plainte aux États-Unis, la société affirme que l'image produite par Stability AI comprend une version modifiée du filigrane de Getty Images, comme illustré ici. Getty affirme qu'elle a copié ces images sans autorisation. L'IA a récemment fait l'objet d'un débat au Parlement britannique concernant la propriété intellectuelle. Nous ne pouvons pas laisser l'IA remplacer les créateurs humains qui ont construit notre industrie créative leader dans le monde. Et le contenu de l'IA ne peut pas être produit sur le dos des créatifs qui travaillent dur sans leur consentement.
Un député a demandé au chatbot ChatGPT d'écrire son discours. Des étudiants ont demandé à l'IA d'écrire leur thèse universitaire, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer. J'ai demandé à une IA de me rédiger un discours sur l'impact des industries créatives. J'ai découvert que je pouvais lui indiquer le ton que je voulais donner à mon discours. Cette entreprise de chat robotisé ne risque pas de procès. Récemment, on a beaucoup parlé de ChatGPT. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une action en justice contre eux à un moment donné? Je ne pense pas. J'ai été fasciné par l'animosité publique de certains cercles à l'encontre d'outils artistiques comme Midjourney ou Stable Diffusion. Je ne suis pas vraiment pour ou contre ChatGPT. Les artistes ont tendance à être plus protecteurs de leurs œuvres, je suppose. Mais aussi, il y a des outils qui ont dit aux gens « Ok, votre œuvre d'art est en fait utilisée pour former ces outils. Et il y a des outils publics que les gens peuvent utiliser pour voir si leur œuvre d'art a été utilisée par l'intelligence artificielle et il n'y a pas d'équivalent à cela avec le texte. » Dans quelle mesure l'IA représente-t-elle une menace pour les industries créatives? La question est difficile. Il va certainement y avoir une menace ou un défi, pour ainsi dire. Je n'aime pas vraiment penser à la menace en permanence. Les gens vont perdre leur emploi, peut-être même nous. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. C'est donc toujours une mauvaise chose. En contrepartie, de nouvelles industries se développent, de nouvelles opportunités créatives se développent en ce moment même, dont nous ignorons l'existence. Il pourrait y avoir d'autres affaires juridiques contre les générateurs d'images IA. Les avocats et les artistes suivront probablement ces affaires de près. General, NTD Actualité, Londres. Et restons dans l'audiovisuel et parlons d'une scène d'un dessin animé pour enfants qui a fait des vagues sur Internet. Le dessin animé contient une chanson qui, selon certains, diffuse de la propagande anti-blanc. Une nouvelle version du dessin animé Cool Attitude est diffusée sur le service de streaming de Disney, Disney+. Cette scène d'un épisode parlant de l'esclavage et de réparation est maintenant partagée par de nombreux internautes. Les descendants d'esclaves le construisent toujours. Les esclaves ont construit ce pays. Et nous, les descendants d'esclaves en Amérique, avons mérité des réparations pour leurs souffrances. Et continuons d'en mériter à chaque instant que nous passons émergés dans le préjugé systémique, le racisme et la suprématie blanche avec lequel l'Amérique a été fondée et qu'elle n'a toujours pas expié. Un compte Twitter populaire appelé End Wokeness a partagé le clip en le décrivant comme une propagande anti-blanche flagrante. Christopher Rufo, membre de l'Institut Manhattan, déclare « Ce clip de Disney est une pure théorie critique des races, y compris la folle théorie du complot selon laquelle Lincoln n'a pas libéré les esclaves. La chanson du dessin animé dit que Lincoln n'a pas libéré les esclaves parce que les esclaves ne peuvent se libérer qu'eux-mêmes. Hier, une précédente vidéo de Latoya Raveno, la productrice de l'émission, a été partagée en ligne. Je n'ai pas à avoir peur de voir ces deux personnages s'embrasser en arrière-plan. J'ai juste voulu ajouter du gay partout où je le pouvais. Si vous voyez quoi que ce soit de gay dans la série, et personne ne m'en aurait empêché. » Dans ce clip, elle déclare avoir un agenda gay pas si secret. Il y en a aussi qui soutiennent le clip controversé. Cet utilisateur, qui a obtenu des milliers de vues, a posté le clip en disant « Pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, laissez-moi partager ce clip génial de Cool Attitude encore plus cool. Joyeux mois de l'histoire noire. » NTD a contacté Disney pour un commentaire, mais n'a pas eu de réponse immédiate. Et le plus long barrage de Suisse comporte un mur serpentant de près de 5000 panneaux solaires. Il fait partie d'un plan visant à maximiser la production d'énergie renouvelable en captant l'énergie solaire en haute montagne pendant les mois d'hiver. Près de 5000 panneaux solaires bordent ce mur sur le plus long barrage de Suisse. Il peut produire 3,3 millions de kilowattheures d'énergie par an. C'est suffisant pour alimenter 700 foyers et cela pourrait changer la donne pour les mois d'hiver froid du comté. Le barrage du lac Mutse se trouve à plus de 2,4 km au-dessus du niveau de la mer et est entouré de sommets enneigés.
L'équipe à l'origine du projet Alpin Solar, une filiale du producteur d'énergie suisse Axpo, affirme que c'est un avantage essentiel. Janet Schranz en est la porte-parole. Cette installation est particulièrement importante car elle produit beaucoup d'électricité en hiver. Notre emplacement est souvent au-dessus du niveau des nuages, ce qui est particulièrement approprié pour l'énergie solaire. Nous avons les reflets de la lumière du soleil sur la neige et les panneaux fonctionnent mieux dans des températures froides. Ce sont donc les meilleures conditions que l'on puisse avoir. Selon Madame Schranz, les montagnes suisses sont moins touchées par le brouillard pendant les mois les plus froids, ce qui signifie que les panneaux voient plus de soleil qu'ils ne le feraient à des altitudes plus basses. L'installation des panneaux solaires du barrage de Mutze a été achevée l'année dernière et la production a déjà commencé. Ce n'est que le début des objectifs futurs d'Axpo qui souhaite réaliser 4200 projets solaires d'ici à 2030, un objectif que l'entreprise peut atteindre grâce à la promotion de l'énergie verte en Suisse. Le solaire prend une part plus importante dans le mix énergétique en Suisse. C'est aussi quelque chose de très important pour le groupe Axpo. Nous voulons produire 1,2 gigawatts de production d'énergie solaire d'ici 2030. Donc, c'est quelque chose que nous voulons aussi construire dans les montagnes. Le gouvernement fait pression pour que l'énergie solaire devienne plus répandue à mesure qu'il abandonne l'énergie nucléaire. L'année dernière, il a modifié la loi sur l'énergie afin d'accélérer le processus d'approbation des nouvelles centrales solaires, qui permettront également de produire de l'énergie pendant les mois d'hiver. Retournons maintenant à une époque où l'électricité n'existait pas. 28 tableaux de Vermeer seront exposés le vendredi 10 février au Musée national d'art et d'histoire des Pays-Bas. Il s'agit de la plus grande exposition jamais organisée sur le maître néerlandais du XVIIe siècle et le musée a déjà enregistré le plus grand nombre de préventes de billets d'entrée. Une nouvelle exposition présente les tableaux du maître néerlandais du XVIIe siècle Johannes Vermeer au Musée national d'art et d'histoire des Pays-Bas. L'exposition rassemble 28 tableaux, soit la moitié des œuvres que Vermeer aurait jamais peintes, soit les 3/4 de celles qui existent encore aujourd'hui. Il n'a probablement jamais vu autant de ses propres œuvres réunies en une seule fois. C'est étonnant de voir à quel point les autres musées étaient prêts à coopérer. Ils ont vraiment senti qu'ils voulaient faire partie de cette réunion de Vermeer. Il y avait aussi cette excitation que c'est la première fois dans l'histoire, 200 ans de Rijksmuseum, que nous organisons une exposition monographique sur Vermeer. La préparation de l'exposition a duré 8 ans. 7 des tableaux n'ont pas été exposés aux Pays-Bas depuis plus de 2 siècles. Les tableaux proviennent de 14 musées et collections privées de 7 pays, dont le Japon, les États-Unis, l'Irlande et le Royaume-Uni. L'une des œuvres les plus célèbres de Vermeer, La jeune fille à la perle, n'a dû faire qu'un court voyage depuis un musée de La Haye. Mais elle ne restera pas dans les parages jusqu'à la fin de l'exposition. Elle rentre chez elle après le 30 mars. L'utilisation de la lumière, les couleurs vives et la composition méticuleuse de Vermeer sont visibles tout au long de l'exposition. Cette œuvre s'intitule La laitière. Donc, ce que nous voyons avec Vermeer, c'est qu'il est vraiment conscient des capacités de la couleur, de la peinture, des pigments. Ainsi, la plupart du temps, il utilise par exemple de l'azurite, qui est du lapis lazuli, un pigment très cher qui venait d'Afghanistan au XVIIe siècle. L'exposition présente les 2 peintures d'extérieur connues de Vermeer représentant sa ville natale. Il a également réalisé une série de représentations de femmes, jouant un instrument, lisant et travaillant. Ce qui est assez frappant quand on regarde Vermeer, c'est que dans ses tableaux, ce sont surtout des femmes qui sont les protagonistes. Et quand on compare cela à sa vie, il a eu 7 filles, c'était un contexte assez féminin dans lequel il a fait ses peintures. L'exposition est devenue la plus demandée du musée, avec près de 200 000 billets vendus. Le musée a prolongé ses heures d'ouverture pour accueillir plus de monde. Pour les amateurs d'art qui ne peuvent pas se rendre à Amsterdam, une exposition numérique est disponible. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur NTD.